Après avoir remboursé leur dette de 40 000 $ et les avoir laissés vivre gratuitement chez nous, mon gendre m'a dit, « Tes opinions n'ont plus d'importance dans cette maison. » Il m'a claqué la porte au nez alors que je tenais les courses pour leurs enfants. Ma fille a regardé et a dit, « Tu es juste trop sensible. » Je me suis assise dans ma voiture, les mains tremblantes, me demandant comment nous étions devenus des étrangers pour notre propre enfant. 3 semaines plus tard, nous avons fait quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Je m'appelle Diane. J'ai 63 ans, je suis retraitée et je vis avec mon mari, Rick, juste à l'extérieur de Grand Rapids, Michigan. Nous habitons la même maison depuis plus de 30 ans. Elle n'est pas immense. Elle est vieille, mais c'est la nôtre, payée, remplie de souvenirs. Nous y avons élevé notre fille. Elle s'appelle Dana. Dana était gentille autrefois. Elle nous respectait. Adolescente, elle laissait des petits mots sur mon oreiller disant « Merci de faire sa lessive ou de préparer son déjeuner ». Je les ai tous gardés dans une boîte à chaussures. Je n'aurais jamais cru voir le jour où elle me regarderait comme une étrangère. Elle a épousé un type nommé Kyle à 25 ans. Il a toujours été un peu trop sûr de lui à mon goût, pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde, devait toujours avoir le dernier mot. Mais Dana disait qu'elle l'aimait, alors nous avons souri et fait avec. Nous avons payé leur mariage, cérémonie dans le jardin, chaises pliantes, guirlandes lumineuses. Dana a pleuré en descendant l'allée. Rick a fait un discours. Nous étions fiers. Après ça, ils ont déménagé à Chicago. Kyle a trouvé un emploi en informatique. Dana travaillait dans une boutique de design d'intérieur. Nous nous parlions une fois par semaine, vacances, anniversaires, appels vidéo avec les petits-enfants quand ils sont arrivés. Puis, il y a 2 ans, les choses ont mal tourné. Je me souviens du moment exact. Dana m'a appelé à 21h42, en pleurant. Elle a dit que Kyle avait perdu son emploi. Ils avaient 3 mois de retard sur l'hypothèque, les cartes de crédit étaient au maximum, la voiture avait besoin de réparation. Elle n'arrêtait pas de dire « Je ne sais pas quoi faire, maman. Je ne sais pas quoi faire. » Rick et moi en avons discuté. Nous leur avons dit de rentrer à la maison. Nous avons dit « Vous pouvez rester ici. Nous allons vous aider. Ce ne sera que temporaire. » Ils ont emménagé une semaine plus tard, Dana, Kyle, et nos 2 petites filles, Maisie, 6 ans, et Leia, 3 ans. Nous avons vidé l'étage pour eux, aménagé une salle de jeu, acheté des lits superposés pour les filles. Rick a réparé la fuite de la salle de bain à l'étage. J'ai rempli la cuisine, cuisiné tous les soirs, fait la lessive, emmené les filles à la garderie et les en ai ramenées quand Dana prenait des gardes à temps partiel. Et puis nous avons remboursé leurs dettes, 40 000 $, prêts étudiants, cartes de crédit, arriérés de loyer. Nous avons utilisé nos économies de retraite. Rick et moi sommes des gens prudents. Nous économisons depuis longtemps. Mais nous nous sommes dit que c'est ce que fait une famille. Nous voulions qu'ils prennent un nouveau départ. Nous ne voulions pas que nos petits-enfants grandissent dans le stress. Pendant un certain temps, les choses allaient bien. Kyle a trouvé un autre emploi, à distance, bien payé. Dana a repris le travail à plein temps. Mais ils n'ont jamais proposé d'aider pour le loyer, pas une seule fois, ni pour les courses non plus. Ce qui avait commencé par de la gratitude s'est lentement transformé en sentiment que tout leur était dû. Kyle a commencé à se comporter comme si cette maison lui appartenait. Il se promenait en caleçon à 13h, mettait la musique à fond pendant que j'essayais de lire, laissait sa vaisselle dans l'évier. Je le mentionnais poliment, et il m'ignorait. Une fois, j'ai dit, « Kyle, s'il te plaît, ne laisse pas de poulet cru traîner sur le comptoir comme ça. » Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « C'est bon. Ne t'en fais pas. Ce n'est plus ta cuisine. » Une autre fois, j'ai dit, « Peux-tu s'il te plaît rincer la baignoire après que les enfants aient pris leur bain? Elle commence à moisir. » Il a ri et a dit, « Tu aurais dû la rénover il y a des années si la moisissure est un problème, Dana. » Elle est restée silencieuse. Je voyais bien qu'elle entendait ces choses, elle ne disait simplement rien. C'était comme si elle avait peur de faire des vagues ou, pire, qu'elle était d'accord avec lui. Il y a 3 semaines, c'était le pire. Je suis allée chez Mégé et j'ai dépensé 168 $ en courses.
La plupart étaient pour les filles, briques de jus, couches, compote de pommes, trucs pour le déjeuner. J'ai monté 2 sacs lourds par les escaliers. J'ai frappé avec mon coude parce que j'avais les mains pleines. Kyle a ouvert la porte. Il m'a regardé pendant 2 secondes et a dit, « Tu devrais vraiment frapper avant de monter. » Puis il m'a claqué la porte au nez. Je suis resté là, sous le choc, les sacs sont tombés, l'un des bidons de lait s'est fendu, des œufs se sont cassés. J'ai juste regardé le désordre. Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles, ma poitrine se serrait, j'avais envie de crier. Dana est venue à la porte. Elle m'a vu agenouillée, essayant de ramasser les œufs cassés et les pots de yaourt fendus. Elle a dit, « Tu pleures ?» Je n'ai pas répondu. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Maman, tu es beaucoup trop sensible. » Kyle ne le pensait pas. Tu en fais toute une histoire. Puis elle est rentrée. Je me suis assise sur le perron pendant 10 minutes avant de pouvoir bouger. Quand je suis enfin arrivée à la voiture, Rick était assis là, à attendre. Il avait tout vu depuis l'allée. Sa mâchoire était si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Il n'a rien dit pendant longtemps. Puis il a dit une chose, il pense qu'on leur doit quelque chose. Il pense qu'on est faible. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Le lendemain, nous avons élaboré un plan. C'en était fini d'être des paillassons. C'en était fini de les laisser traiter notre maison comme un hôtel. C'en était fini d'être invisibles dans notre propre maison. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre, et nous nous en sommes assurés. Le lendemain du jour où Kyle m'a claqué la porte au nez, Rick a pris sa matinée de congé de ses petits boulots de bricoleur et s'est assis avec moi à la table de la cuisine. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous n'en avions pas besoin. Nous savions tous les deux que nous avions été trop généreux, trop patients, et qu'il était temps de remédier à cela. Rick a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Il a fait une liste très claire. 1. Changer les serrures. 2. Parler à un avocat. 3. Récupérer les relevés financiers. 4. Séparer les charges, eau, électricité, etc. 5. Donner un ultimatum. Ça paraissait froid, certes, mais c'était aussi comme si on reprenait enfin le contrôle. Le jour même, Rick est allé à la quincaillerie et a acheté un nouveau jeu de serrure pour les portes d'entrée et de côté. Nous avons attendu que Kyle emmène les filles au parc et que Dana sorte avec une amie. Puis nous avons changé toutes les serrures de la maison, discrètement, rapidement. J'ai mis leurs doubles de clés dans une boîte, les ai scotchés dans un sac en plastique, étiqueté, à rendre à la signature du bail. Le soir même, nous ne leur avons pas dit un mot. Laissez-les entrer comme d'habitude, laissez-les savourer le dîner que j'avais préparé, spaghettis et pain à l'ail, laissez-les coucher leurs enfants. Mais le lendemain matin, ils étaient enfermés dehors. Rick est parti travailler avant le lever du soleil. Je suis restée à l'intérieur, porte verrouillée, et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine Kyle secouer la poignée à 7h18. Il a frappé, puis il a cogné, puis il a crié, « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» J'ai ouvert la porte de quelques centimètres, juste assez pour parler. J'ai dit, « Nous avons changé les serrures. À partir de maintenant, vous aurez besoin d'une permission pour entrer dans cette maison. » Kyle m'a dévisagé comme si je l'avais giflé. « Tu ne peux pas faire ça, a-t-il lâché. C'est aussi notre maison. Nous vivons ici. » J'ai dit, « Non, vous logez ici. » Grosse différence. Vous n'êtes pas sur l'acte de propriété. Vous n'êtes pas sur les factures. Vous n'avez rien payé. Tu me claques une porte au nez, tu perds tes privilèges. Dana s'est approchée derrière lui, les filles à sa suite, tenant un sac de muffins du magasin. Elle m'a regardé et a dit, « C'est une blague ?» J'ai regardé ma fille, et pendant une seconde, j'ai eu envie de pleurer non pas parce que je me sentais mal, mais parce que j'ai finalement réalisé qu'elle avait changé, ou peut-être qu'elle avait toujours été comme ça et que je ne voulais tout simplement pas le voir. « Pas de blague, » j'ai dit. Vous avez 30 jours pour trouver votre propre logement. Après ça, vous partez. Kyle a essayé de pousser la porte. Rick avait aussi installé une chaîne de sécurité. Elle a claqué contre le bois et a tenu bon. « Ouvre cette satanée porte » a hurlé Kyle. Je l'ai refermée, l'ai reverrouillée,
me suis assise sur le canapé pendant qu'ils restaient dehors. Ils ont appelé les flics. Non, vraiment. Kyle a effectivement appelé le bureau du shérif et a prétendu que nous les expulsions illégalement. 2 adjoints sont arrivés cet après-midi-là. L'un d'eux, l'agent Brennan, était un homme plus âgé qui connaissait Rick de la ville. Nous avons expliqué la situation, pas de contrat de location, pas de bail, pas d'argent jamais échangé. L'agent Brennan a dit calmement, ce ne sont pas des locataires. Vous avez parfaitement le droit de leur demander de partir. Il s'est tourné vers Kyle et a dit, ils vous ont donné 30 jours. C'est plus que juste. Kyle s'est mis à crier à propos de la dette que nous avions payée. Dana a sorti son téléphone et a commencé à m'enregistrer. C'est alors que j'ai sorti notre dossier, relevés bancaires imprimés, une lettre notariée que Rick et moi avions écrite concernant le prêt, des captures d'écran du virement de 40 000 $ sur leur compte bancaire, tous les reçus des courses, des trajets à la garderie, même les participations forfaitaires médicales que nous avions couvertes pour les enfants. J'ai regardé ma fille et j'ai dit, tu ne vas plus te servir de moi. Cette nuit-là, ils sont restés chez un ami de Kyle de l'autre côté de la ville. Le lendemain, Dana est revenue seule. Elle avait l'air fatiguée, pâle, pas comme d'habitude. Elle s'est assise sur le porche. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle a dit, je ne voulais pas que ça dégénère à ce point. J'ai dit, mais tu as laissé faire. Elle n'a pas discuté. Elle a dit, nous n'avons pas encore l'argent pour déménager. J'ai dit, ce n'est plus mon problème. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a dit, Kyle parle à une autre femme. En ligne. Depuis 4 mois. Je l'ai fixé. Elle a continué, il l'appelle tard le soir. J'ai trouvé les messages. Il dit des choses horribles sur moi, sur les filles. Je ne voulais pas y croire, mais c'est vrai. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est essuyé les yeux et a murmuré, j'ai l'impression que ma vie s'effondre. Je l'ai regardée, la même fille à qui je chantais des chansons dans le bain, la même fille que j'emmenais au bal de l'école et pour qui je restais éveillée après le couvre-feu, et pendant une fraction de seconde, j'ai failli craquer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, alors il est peut-être temps de repartir à zéro, toute seule. Elle est partie sans un mot de plus, mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini, loin de là. Les jours ont passé sans un mot de l'un ou de l'autre. La maison était de nouveau silencieuse, trop silencieuse, pas de bruit de pas courant dans les escaliers, pas de pleurs de jeunes enfants, pas de Kyle se pavanant comme s'il était chez lui. Rick et moi ne parlions pas beaucoup. Nous suivions notre routine, dînions ensemble, regardions la chaîne météo, faisions semblant que tout était normal. Mais ensuite, la 5e nuit, j'ai reçu un appel. C'était de Monica, une vieille amie de Dana. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Elle a dit, Diane, je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que tu dois savoir ce que Kyle est en train de faire. J'ai eu un nœud à l'estomac. Monica m'a envoyé des captures d'écran, des messages entre Kyle et une autre femme. Mais pas seulement des messages de flirt, il envoyait des photos de notre maison, la chambre des filles, la cuisine, même notre jardin. Il a écrit, nous emménagerons bientôt ici. Ses parents sont pleins aux as. Nous en ferons la nôtre un jour ou l'autre. J'ai eu la nausée. Les messages étaient horodatés avant que nous les mettions dehors. Kyle avait prévu de s'emparer de notre maison. Il avait dit à cette femme, ils sont vieux. Ils ne se battront pas. Nous les aurons à l'usure. J'ai montré ça à Rick. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il s'est levé, est allé au garage et a sorti notre vieux coffre-fort, celui qui contenait notre acte de propriété, notre testament et tous les papiers juridiques que nous avions jamais conservés. Il a dit, nous appelons l'avocat dès demain matin. Mais ça a empiré. 2 jours plus tard, je suis allé vérifier notre courrier et j'ai vu une enveloppe étrange, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un prospectus pour une annonce de location, ma maison exacte, des photos de l'intérieur que Kyle avait prises à notre insu. Il avait mis en location l'étage, notre étage, comme un loft privé avec entrée séparée et commodité privée, 1 200 $ par mois. J'ai failli le laisser tomber dans l'allée. J'ai vérifié le site web. C'était là,
publié publiquement avec le numéro de contact de Kyle. Il essayait de louer notre maison, dans notre dos. J'ai appelé le numéro indiqué. Il a répondu « Allô ?» J'ai dit « Tu as complètement perdu la tête ?» Il a raccroché. Nous avons appelé notre avocat, Maître Gates, que nous connaissions depuis 15 ans. Il était choqué. Il a dit qu'il pouvait être accusé de fraude s'il prenait de l'argent à qui que ce soit. Nous avons rédigé une lettre de mise en demeure le jour même, l'avons fait livrer par courrier recommandé et par email. Puis nous avons déposé une plainte à la police, au cas où. Mais le lendemain, Kyle est revenu, cette fois avec une femme. Elle avait la vingtaine, blonde, un rire bruyant, tenant un café comme si elle était chez elle. Ils sont entrés dans l'allée, se sont dirigés directement vers le porche, et Kyle a eu le culot de dire « On fait juste visiter la propriété rapidement. On repart dans 10 minutes. » Rick s'est levé de sa chaise de jardin. Il a dit « Tu poses un pied au-delà de cette marche, et je te fais arrêter. » La fille avait l'air confuse. Kyle a essayé de faire le dur, mais il était clair qu'il ne lui avait rien dit. Rick s'est approché, lui a remis la lettre de mise en demeure et a dit « Il ne possède pas cet endroit. Il n'habite pas ici. Il viole une propriété privée. Ceci est votre avertissement. » Elle est devenue rouge, a dit « Oh mon Dieu » et est retournée en trombe à la voiture. Kyle est resté là, silencieux pour une fois. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, « Ce n'est pas fini. » Rick a dit « Tu as raison, ce n'est pas fini. Parce que maintenant, c'est légal. » 2 heures plus tard, nous avons de nouveau tout envoyé à l'avocat, cette fois avec un rapport complet, le nom du témoin et l'annonce de location archivée. Mais cette nuit-là, le vrai coup dur est arrivé. Dana a rappelé. Elle pleurait cette fois, pas des larmes douces, mais des sanglots. Il a vidé notre compte, a-t-elle dit. Tout. Mes économies, le fonds des filles, tout. Il a tout pris et il est parti. Je ne sais pas où il est allé. Je crois qu'il a utilisé mon nom pour ouvrir une nouvelle carte de crédit. Je suis ruinée. Elle ne mentait pas. Le compte était à son nom, mais Kyle y avait plein accès. Il a pris chaque centime, a même laissé une note sur leur calendrier Google partagé. Tu as pris leur parti. Maintenant, débrouille-toi toute seule. Elle nous a supplié de la laisser revenir avec les filles. Rick m'a regardé. Je l'ai regardé. Nous ne lui avons pas répondu tout de suite. J'ai dit, laisse-moi réfléchir. Mais à l'intérieur, je savais déjà que ce n'était plus seulement à propos de Kyle, c'était à propos de ce que nous étions prêts à tolérer et ce que nous n'étions plus prêts à tolérer. Et nous étions loin d'en avoir fini. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Rick et moi étions assis à table comme avant, quand Dana était enfant, quand elle avait de la fièvre ou des ennuis à l'école. Sauf que cette fois, le problème n'était pas une erreur d'adolescence, c'était un mariage détruit, un avenir volé et une fille que nous reconnaissions à peine. Dana avait appelé 2 fois depuis notre dernière conversation. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. Elle suppliait, s'excusait, pleurait. Elle disait que je manquais aux filles. Elle disait qu'elle avait peur. Je la croyais, mais je ne pouvais pas oublier ce qu'elle avait laissé faire. Je ne pouvais pas oublier qu'elle se tenait derrière Kyle quand il avait dit « Tes opinions n'ont plus d'importance dans cette maison. » Rick a dit « Si nous la laissons revenir maintenant, qu'est-ce que nous lui apprenons ?» Il avait raison. Mais je ne pouvais pas non plus tourner le dos à mes petites filles. Elles n'avaient rien demandé de tout cela. Elles étaient innocentes. Alors nous avons élaboré un plan final, un plan difficile. Le lendemain matin, j'ai appelé Dana. J'ai dit, tu peux emménager pour 2 semaines juste toi et les filles. Pas de Kyle, pas de visiteurs, pas de disputes. Et pendant ces 2 semaines, tu vas rencontrer un avocat, un thérapeute et un banquier, et tu vas demander le divorce. Elle est restée silencieuse. J'ai continué, nous paierons tout. Mais si tu retournes avec lui après ça, Dana, sang sera fini entre nous. Pour toujours. Elle a murmuré, d'accord. 2 heures plus tard, elle est arrivée avec 2 sacs de sport, les filles encore en pyjama, agrippées à ses jambes. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux tirés en arrière en un chignon lâche. Elle ressemblait à l'ombre d'elle-même.
Et peut-être, moi aussi. Les premiers jours furent calmes. Dana parlait à peine. Elle est restée dans la chambre d'amis avec les filles. Mais elle a tenu sa promesse, elle a rencontré l'avocat, elle a déposé les papiers du divorce. Nous nous sommes même assis avec elle pendant qu'elle annulait le compte bancaire joint et gelait son crédit. Puis est arrivé le rebondissement auquel aucun de nous ne s'attendait. Une semaine plus tard, la police nous a appelés. Apparemment, Kyle avait utilisé les informations volées de Dana pour contracter un prêt personnel de $1150 et avait essayé de l'utiliser comme acompte pour un nouvel appartement à Traverse City avec la même jeune femme que nous avions vue sur le porche. Il avait même dit au propriétaire que Dana était morte. Il avait fourni de faux documents. L'un d'eux portait notre adresse, mais avec le nom de Dana supprimé et son nom ajouté comme propriétaire principal. Tout s'est effondré lorsque la banque a signalé la demande de prêt et a appelé Dana pour vérification. Elle a tout transmis à son avocat. L'accusation de fraude a été déposée le lendemain. La police a arrêté Kyle à l'appartement lors d'une fausse visite organisée par le propriétaire. Il s'est avéré que le propriétaire avait cherché le nom de Kyle sur Google et avait trouvé les signalements d'escroquerie à la location liés à notre adresse. Ils l'ont menotté, accusé de fraude, d'usurpation d'identité et de tentative de fraude électronique. Sa nouvelle petite amie l'a quitté le lendemain et a même posté sur Facebook qu'on lui avait menti et qu'on s'était servi d'elle. Dana m'a montré le message. Elle n'a pas souri, mais j'ai vu son regard se durcir. Il risque maintenant une vraie peine de prison, de 3 à 5 ans. Son casier n'est pas vierge, il avait une accusation de fraude antérieure à sa rencontre avec Dana. Elle ne l'a jamais su. Dana a pleuré cette nuit-là, non pas parce qu'il était parti, mais parce qu'elle avait ignoré tant de signes. Elle a dit, « Je l'ai laissé me convaincre de me retourner contre vous. J'ai tellement honte. » Je lui ai dit, « Ça, c'est la partie que personne ne peut arranger pour toi, mais pour le reste, nous y travaillerons. » Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé. Dana a trouvé un emploi dans un cabinet dentaire local. Elle a emménagé dans un petit appartement de 2 chambres à 10 minutes de là. Les filles viennent tous les samedis. Nous les emmenons au parc. Rick leur lit des livres sur le porche. Dana a encore du travail à faire. La confiance ne revient pas d'un coup, comme un élastique. Certains jours sont bons, d'autres sont tendus, mais elle est présente, et c'est plus que ce que j'aurais cru. Quant à nous, nous avons réécrit notre testament. La maison ira aux petits-enfants, pas à Dana, et certainement pas à un futur mari qu'elle pourrait avoir. Nous avons également déposé un accord de privilège officiel pour protéger nos économies au cas où elle essaierait de nous culpabiliser à nouveau pour de l'argent. Rick et moi avons aussi fait autre chose. Nous avons pris les œufs cassés, le bidon de lait fendu, la vieille tache sur le porche de ce jour horrible, et nous avons tout repeint, nouvelle rampe, nouvelle marche, nouvelle serrure, même de nouvelles fleurs. C'est de nouveau notre maison, entièrement. Et la dernière chose, j'ai envoyé à Kyle une copie de nos reçus d'épicerie, tout ce que j'avais gardé au cours de l'année écoulée. Pas de mots, juste un post-it jaune dessus, n'oublie pas à quoi ressemble la vraie générosité. Tu l'as confondu avec de la faiblesse. Il aura des années derrière les barreaux pour y réfléchir. Quant à moi, je suis de nouveau assise sur mon porche, un café chaud à la main, regardant mes petites filles chasser les lucioles. Et quand Dana dit « Merci, maman », maintenant, elle le pense vraiment.